Ok, donc moi je me représente du coup, je suis Alexandre Piboul, je travaille à l'Office national des forêts en France au service recherche et développement et je contribue à la plateforme Computri en tant que gestionnaire de la plateforme pour le compte du JPECOFOR. Donc c'est à ce titre que je fais la présentation, même si sur la dernière partie, il y aura une partie plus spécifique ONF qui sera un peu un exemple d'application. Voilà, donc je rappelle le groupe qui gère la plateforme Computri, c'est piloté par le JPECOFOR et sont membres du groupe l'ONF, l'INRAE, l'IGN et l'Université de Sherbrooke. C'est un groupe qui est ouvert et qui peut s'étendre à d'autres organismes sur demande. Voilà. Alors, donc je vais commencer par une présentation rapide de la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, je dirais qu'est-ce qu'on a fait depuis le dernier colloque Trinifort, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait en fin 2022 et courant 2023. Et je parlerai de ce qui est prévu pour les temps à venir. Et je finirai par un exemple d'utilisation opérationnelle de Computri qu'on utilise nous à l'ONF et qu'on est en train d'utiliser pour le traitement des blocs LIDAR HD produits par l'IGN, dont on a parlé hier. Alors sur la plateforme, donc l'idée de Computri, c'est que c'est une plateforme collaborative, orientée vers le traitement de données 3D sur le contexte forestier ou plus généralement milieu naturel. C'est un logiciel open source, l'ensemble des composants du cœur sont sous licence LGPL. On est sur du multiplateforme, donc Windows, Linux et depuis la version 6, on a également Mac OS, les versions récentes. On est sur une logique modulaire, c'est-à-dire que, on peut rajouter l'essentiel des fonctionnalités sont ajoutées par des plugins qui peuvent être développés de façon totalement, indépendante entre eux. C'est-à-dire qu'un plugin peut être développé sans connaître les autres, c'est le principe, même de plugin. On a une volonté et dans la façon dont on fait les choses, d'avoir quelque chose qui soit performant en termes de calcul. Donc ça se manifeste dans le choix du langage qui est le langage C++, mais aussi dans les choix de développement, pour toujours essayer de maximiser les performances de traitement. Et puis on propose une plateforme qui est bilingue, donc c'est-à-dire qu'on fait tout en français et en anglais, même s'il y a parfois quelques petits retards. Globalement, on a pas mal rattrapé, on essaye d'être d'équerre pour que ça soit parfaitement bilingue. Et c'est une plateforme qui a été créée à l'initiative de l'ONF à l'origine, mais qui depuis 2018 est gérée et financée par le groupe Computri dont j'ai parlé juste avant. L'objectif de cette plateforme, c'est de favoriser, les synergies, les collaborations dans le développement, d'une part, mais aussi dans l'utilisation de méthodes de traitement de données 3D. Donc ça se veut profondément dans une logique de partage et communautaire, et on imagine ça sous 3 angles de vue. C'est-à-dire un premier angle qui est de faciliter, le développement, la validation et la mise à disposition d'algorithmes. Donc là, c'est plutôt orienté vers les créateurs de chaînes de traitement, d'algorithmes, de méthodes. Ça peut être des publics, assez pointus en informatique et donc ça permet alors pour des gens qui font des choses pour des applications forestières, ça permet de faciliter, ce développement. Il y a eu un autre angle d'attaque, qui permet de rendre ces outils, ces méthodes facilement disponibles et utilisables, en particulier à des fins de recherche scientifique. Donc là, on peut penser à des équipes, qui étudient la forêt et qui ont besoin de ces méthodes d'analyse de données pour leur objet de recherche. Et là, le 3e angle, c'est de pouvoir, utiliser cette plateforme pour rapidement passer de la mise au point à l'opérationnel. C'est-à-dire de pouvoir dans la structuration de la plateforme et de son animation, de permettre que les méthodes développées puissent être disponibles dans un mode, relativement opérationnel et productif pour l'utiliser en vrai usage opérationnel. Donc c'est un peu l'idée d'être un peu une interface finalement entre recherche et gestion, en termes de méthode de traitement. Donc ça se présente, voilà, pour voir un peu à quoi ça ressemble, l'interface graphique de Computri, c'est, un outil de création de chaîne de traitement. C'est-à-dire qu'on va enchaîner des étapes unitaires de traitement, chacune faisant une fonction bien précise et donc on va pouvoir créer notre pipeline de traitement et un focus sur la capacité à diagnostiquer les traitements, à voir ce qui s'est passé, à visualiser les résultats, donc des systèmes de vue 3D et un système relativement, détaillé de paramétrage de ces vues pour pouvoir approfondir, étape par étape, ce qui s'est passé dans la chaîne de traitement. En termes de plugins, c'est-à-dire en termes de contenu thématique, qu'est-ce qui existe dans Computri? Heu,
On a donc le plugin ONF, donc là qui contient beaucoup de choses sur le lidar aéroporté maintenant et puis, un certain nombre d'outils alors qui ont pas beaucoup évolué ces toutes dernières années, mais il y avait quelques chaînes de traitement sur lidar terrestre également. Nous avons le plugin Simple Forest de Jan Hackenberg. Alors j'en reparlerai après, mais qui n'est pour l'instant pas transféré en V6, mais qui est toujours utilisable en version 5. C'est un plugin de QSM, donc ça permet de reconstituer des modèles géométriques de volume de branches et de troncs à partir d'un nuage de points lidar terrestre. Sous le même, type d'application, nous avons aussi le plugin de Joris Ravaglia, mis au point, entre Sherbrooke et la France sur de la détection de tiges. Donc là, ça fait pas du QSM complet, c'est-à-dire ça va pas générer toutes les branches, mais par contre, c'est des méthodes relativement robustes en termes de détection de tiges. Donc là aussi, qui sont pour l'instant que en V5, mais le transfert, j'en reparlerai. Et puis, des choses qui ont été développées, par Jules Morel sur des détections de MNT en lidar terrestre. Le plugin Elvox géré par l'université de Sherbrooke qui permet de faire, des calculs d'occlusion et des corrections d'occlusion quand on fait des scans multiples lidar terrestre. Et puis un plugin, qui est en cours sur lequel on travaille en termes pour le rendre disponible, qui est un plugin de détection de défauts sur les grumes, là aussi à partir de scans lidar terrestre. Ça, c'était pour tout ce qui est lidar plutôt terrestre. Sur lidar aéroporté, on a un plugin, de segmentation de houppiers, donc c'est les méthodes Segma qui avaient été mis au point, il y a un certain temps par Benoît Saintonge. On a un plugin IGN qui propose pour l'instant quelques outils, liés à la segmentation également. Et puis dans le plugin ONF, on a également, beaucoup de choses sur lidar, standard, mais on a aussi, des travaux en cours de développement sur la détection de tiges géométriques à partir de lidar très haute densité. Donc lidar aérien à plus de 30 à 40 points par mètre carré. Voilà, bon, c'est un aperçu un peu rapide, hein. Le but, c'était pas de faire un inventaire exhaustif aujourd'hui, c'était juste pour vous donner un peu de contexte. En termes d'évolution de la plateforme depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a eu déjà une mise à disposition de Computerie version 6 en accès anticipé fin 2022. Donc ça a été mis en ligne, donc refonte du site web. On a ouvert un Discord, un serveur Discord qui permet d'échanger pour ceux qui ont des questions sur l'utilisation de la plateforme. Le logiciel est pleinement fonctionnel et disponible. Cependant, on est en accès anticipé parce que ah oui, et puis on a des mises à jour, tous les mois. On est en accès anticipé pour plusieurs raisons. Premièrement, il reste quelques bugs connus qui n'ont pas encore été résolus, enfin, en tout cas qui n'avaient pas été à ce stade-là et c'était donc, des choses à stabiliser, donc des plantages essentiellement. Une documentation qui était, relativement incomplète, c'est-à-dire pas suffisante pour être complètement autonome, en termes de montée en compétence sur l'outil. Et puis, comme je l'ai déjà évoqué, plusieurs plugins sont encore en cours de conversion. Donc c'est pour cette raison qu'on considère qu'on est en accès anticipé, non pas en production pure et dure sur cette version 6. Et donc cette année 2023, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais l'idée c'était de vraiment stabiliser cette plateforme, donc l'analyse et la correction des bugs connus. Donc ça, on les a, un peu chassés et on est en train de finaliser les dernières corrections pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable. On a travaillé beaucoup sur des améliorations de performance et d'ergonomie d'un certain nombre d'étapes de traitement. Tout ce qui était un peu générique sur le lidar aérien en particulier, c'est plein de petites choses un peu partout, mais qui permettent de rendre les choses plus souples à l'utilisation. On a aussi travaillé sur la partie, gestion vraiment de la plateforme, c'est-à-dire toute la partie, plutôt codage, gestion des dépendances, donc pour faciliter sa maintenance et pour permettre à des gens de compiler l'outil sur les 3 systèmes cibles de façon plus simple. Si les gens qui sont intéressés par ça, je pourrais répondre à des questions plus détaillées. Et puis, il y a eu du côté, de Sherbrooke avec un stage, le stage d'Evan Zarella, une refonte et une documentation du plugin Elvox, qui est aussi en cours de finalisation. Donc en plus de tous ces éléments qui visent finalement à rendre les choses plus stables, plus robustes, on a aussi rajouté, une fonctionnalité, qui va être assez utile pour la suite, qui est la logique de pouvoir exporter, en fait, quand on est dans Computerie, on fait des chaînes de traitement et ces chaînes de traitement, on peut les sauvegarder sous forme de script et bah, on a rajouté une fonctionnalité d'export de script documenté. L'idée, c'est d'exporter non seulement le script, mais également toute la documentation qui va avec, sur le paramétrage des étapes, sur la documentation des étapes, pour, faire une sorte de
de script tutoriel. C'est-à-dire qu'il y a le format CTS qui est le format de script Computerie, plus une page HTML, enfin un ensemble de pages HTML qui vont permettre finalement de comprendre comment fonctionne le script, de comprendre comment le paramétrer et de donner tous les éléments nécessaires à son utilisation. Et ça, l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs de le faire. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un chercheur quelque part, compose un script Computerie, pour un usage spécifique et bah, via cette fonctionnalité, il va pouvoir relativement facilement générer ce script tuto, avec une partie automatique pour tout ce qui peut l'être, donc tout ce qui est paramétrage, documentation et la possibilité d'ajouter, en plus, des éléments complémentaires d'explication. Donc ça, c'est en cours de finalisation également. Par ailleurs, autre action qu'on a menée, c'est l'optimisation des traitements de données, lidar aérien sur des grandes surfaces. Donc à l'occasion du lidar HD, on a implémenté un système d'indexation des fichiers LAS, un peu comme il y a dans d'autres logiciels, qui permet de travailler avec des dalles zones, bufferisées. Système très économe en place et extrêmement rapide à produire, qui permet après de traiter les dalles complètement indépendamment, sans s'occuper des limites. Et voilà. On a également travaillé sur pas mal d'optimisation sur les étapes qui sont assez centrales dans les traitements lidar aériens. Et puis on l'a testé en grandeur réelle, puis utilisé en production, une fois qu'on était sûr que ça fonctionnait bien. Donc on a pu, s'assurer que ça fonctionnait sur des grosses, quantités de données. Donc ça, c'est pour ce qu'on a fait cette année. Donc des choses pas forcément très visibles au premier abord, puisque c'est plutôt de la stabilisation, de la robustification, des choses comme ça, mais qui, je pense, sont importantes, dans la durée. Et puis ce qu'on a prévu maintenant, donc à partir de maintenant, enfin à partir de janvier, on va dire, donc début 2024, on va passer la V6 en production. On considère qu'à ce stade, on aura atteint une maturité suffisante, ce qui signifie que tous les bugs actuellement connus seront résolus. Donc là, les développements sont prévus, planifiés, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On fournira une série de 3 à 5, pour l'instant il y en a un, mais on fournira entre 3 et 5, on n'a pas encore bien finaliser le découpage, mais tutoriel vidéo pour vraiment la découverte en autonomie de la plateforme en elle-même. Et puis, on utilisera la fonctionnalité dont j'ai parlé pour générer une première série de scripts tutoriels, pour des chaînes de traitement les plus classiques en ALS et en TLS, de ce qu'on peut faire avec les plugins existants de Computerie. Et puis, on lancera à cette occasion une newsletter. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un système d'annonce Computerie que je n'utilise plus parce qu'il est assez peu ergonomique pour les utilisateurs, pour les gens qui la reçoivent, mais on va mettre en place une vraie newsletter moderne, fonctionnelle, qui permettra aux gens de s'abonner et de se désabonner de façon plus transparente et d'avoir vraiment quelque chose d'actif. Également 2024, donc ça c'est via des travaux en cours à l'ONF, on va intégrer de nouveaux outils sous forme d'un plugin qu'on va appeler a priori, DTM Tools, qui vise à proposer des produits dérivés du MNT ou de nuages de points sol, en particulier pour les applications archéologiques. Donc là, il y a pas mal de gens qui ont exprimé des besoins par rapport à la valorisation du lidar HD pour ces choses-là. Donc on va doter Computerie de la capacité de produire, des cartes d'ombrage, des cartes d'aspect, des cartes d'OpenSky Fighter, des choses comme ça, pour produire donc tout un tas de rasters, à vocation, analyse de la microtographie du sol, archéologique et des choses comme ça. Plutôt mi-2024, on sortira, donc je pense que ce serait, ouais, probablement fin du printemps, le plugin AirScript. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser des scripts Air en tant qu'étape Computerie. Donc c'est une idée qui est assez ancienne, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça nécessitait de bien stabiliser la version 6 pour pas avoir à le refaire, plusieurs fois. Donc là, on est au stade où c'est bon pour ça et donc on est en train de spécifier le plugin, comment on va le faire et les développements sont planifiés pour le premier trimestre 2024. Donc si on prend en compte les phases de test, on livrera mi-2024. Donc ça permettra à des gens qui souhaitent, rajouter des choses dans Computerie, mais qui n'ont pas envie de se mettre au C++ parce que c'est pas forcément, ils ont pas forcément le temps pour ça, d'utiliser des scripts R, en complément. Ça permettra aussi sûrement de faire le lien avec d'autres librairies, sous R. Et puis d'autres travaux prévus en 2024, mais sans délai, garanti, puisque ça dépend pas que de l'équipe, centrale Computerie. La finalisation de la conversion du plugin Simple Forest. Donc là, on a des contacts réguliers avec Yann Hackenberg, pour essayer de finaliser ça, l'année prochaine. Sachant que ça reste toujours utilisable en version 5, la dernière version stable de la version 5.
Pareil pour le plugin Step, on a des contacts avec Joris pour essayer de travailler là-dessus et convertir ce plugin. Et puis on a réaffirmé, en priorité forte la volonté de sortir, un article de référence sur Computry pour avoir une citation de référence sur la plateforme, ce qui manque un peu actuellement. Et on souhaite aussi, alors ça c'est pareil, en termes de délai, c'est pas encore bien clair, mais proposer une offre de formation, alors sûrement en auto-formation pour partie, mais peut-être aussi des formations à distance ou des webinaires. Donc ça, c'est en cours de réflexion. Voilà ce qu'on imagine. Alors toute cette partie-là, je peux pas vous donner de délai parce que c'est dépend de trop de choses différentes pour être capable de planifier précisément à ce jour. Voilà, donc ça c'était pour la partie, Computry, où on en est et où est-ce qu'on va. Maintenant je vais faire un petit je vais vous illustrer un peu comment on l'a utilisé à l'ONF pour traiter les blocs lidar HD pour vous donner une idée du potentiel de la plateforme. Donc qu'est-ce qu'on en fait nous de Computry à l'ONF, pour les blocs lidar HD? La première étape, c'est qu'on fait de la réception de données. Donc on indexe les dalles, ça c'est du pré-traitement, mais après on fait de l'analyse de fichiers, donc les choses assez classiques, hein, répartition par numéro de retour, analyse des champs LAS. Et puis on fait des cartes d'analyse de qualité de données, donc des densités de points sol, points d'altitude aberrante, calcul d'emprise effective. Voilà, on fait tout un tas de choses permettant de qualifier la donnée d'entrée, de savoir voilà, si les fichiers sont bons, si les classifs sont adaptés, et cetera. Ce qui nous a permis sur les blocs lidar HD, de bien y voir clair, parce qu'il y a eu il y a eu des livraisons avec des classifications différentes. Ça nous a permis de bien dégrossir tout ça et de savoir où on allait. La deuxième étape, c'est de produire des modèles numériques, parce que bon, l'IGN va fournir des modèles numériques de terrain et de surface et de hauteur, mais à la résolution de 50 centimètres. Et nous, pour nos besoins internes d'affichage, sur des applis, Carto, on a besoin de résolution 1 centimètre, donc 1 mètre, pardon. Et donc on a lancé la production automatisée de tous les MNT, cartes de pente, MNS et MNH sur l'ensemble des blocs qu'on a reçus. Donc ça va assez vite. La troisième étape, qui est une étape assez importante, c'est la notion de recalage de placettes. Parce que nous, en fait, on fait de la modélisation forestière, c'est-à-dire qu'on va calibrer des modèles avec des placettes terrain. Et pour faire ça, on a besoin que les placettes terrain soient bien localisées par rapport au lidar aérien. Et comme en forêt, un GPS, c'est pas très précis, on a besoin de recaler manuellement les placettes pour avoir la meilleure concordance entre les placettes lidar et les placettes terrain. Donc le but, c'est à la fois d'améliorer le positionnement pour descendre à une précision inférieure au mètre et puis, d'évaluer la qualité de positionnement pour savoir après si on peut ou pas utiliser les placettes. Donc pour faire ça, on a une fonctionnalité interactive dans Computry qui permet soit en 2D et en 3D de comparer les données terrain et lidar. Cette fonction interactive propose un recalage automatique, il suffit de cliquer sur un bouton, mais on peut ensuite ajuster ce recalage si pour une raison ou pour une autre, l'algorithme de recalage automatique n'a pas, bien fonctionné. Donc c'est des interfaces avec, vraiment ad hoc, conçues pour cette fonction-là et qui permettent donc de déplacer la placette en entier par rapport au nuage de points, soit en 2D, soit en 3D et il y a tout un tas d'outils de diagnostic, colorisation qui permettent de faire ce travail de façon relativement efficace et précise. Une fois qu'on a fait ce recalage, on utilise également Computry pour produire les métriques, toutes les métriques lidar sur les placettes. Donc on extrait déjà les placettes et puis on segmente les houppiers et on calcule des métriques soit à l'échelle de l'arbre, soit à l'échelle de la placette. On extrait ça, on exporte ça, donc tout ce qui est métrique, apex des arbres, contour des houppiers et après on passe sous R pour faire une partie modélisation statistique. Et la dernière étape, c'est qu'ensuite on va réutiliser Computry pour cette fois calculer les mêmes métriques, mais sur toute la surface de l'emprise lidar, par pixel alors 26 mètres 60 parce que c'est la même surface qu'une placette de 15 mètres de rayon. Et à partir de là, on va de la même façon exporter ces métriques sous forme de raster ou de fichier texte. Et on va réappliquer les modèles qu'on a calés sous R pour produire des cartes. Et donc, en l'occurrence, à l'ONF, on produit des cartes de hauteur dominante, de surface terrière, diamètre dominant, densité. On fait la distinction résineux feuillu plus les grandes essences feuillues, et puis des cartes de structure de peuplement. Voilà. En termes donc, ce qui est important de voir, c'est que du coup, on est vraiment sur une utilisation opérationnelle. C'est-à-dire qu'on a une vingtaine de spécialistes formés à la plateforme dans les territoires qui utilisent les chaînes de traitement standard. Et en termes de volumétrie, donc on a reçu pour l'instant 63 blocs, de 250 km² de l'IGN. Donc c'est la carte que vous voyez à droite et parmi ces 63, il y en a 12, c'est les violets, sur lesquels on a déjà produit les modèles numériques. On a fait les modélisations et on est en train de faire les cartographies.
On en a une douzaine sur lesquels les modèles de terrain, les modèles numériques sont en cours de création, et les autres vont être faits après au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'ils arrivent. Avec des livraisons continues des blocs par l'IGN au fur et à mesure qu'ils sont validés de leur côté. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci Alex pour cette présentation. On a un peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Je laisse gérer la partie de chat textuelle et je fais juste les activations de micro. Ouais. Donc il y a une main levée. Vas-y, donc Monsieur Ingold. Monsieur Ingold, donc vous pouvez parler, le micro, et il faut que vous ouvriez votre micro. J'ai mis le micro. C'est bon, on vous entend. D'accord. Le plugin Sylva, donc c'est les défauts du bois, c'est ça? En fait, c'est des travaux qui ont été menés par Fonto Nguyen, c'est un doctorant qui a travaillé avec Thierry et d'autres équipes de recherche. L'idée, c'est qu'à partir d'un scan terrestre, le système va essayer de détecter les défauts de surface de l'agrume et de les qualifier. Alors, c'est des travaux qui ont été faits dans Computerie, mais qui pour l'instant ne sont pas complètement disponibles parce qu'il y a un projet qui fait suite à ces travaux et on n'a pas encore bien décidé qu'est-ce qu'on allait mettre en place, sachant qu'il y a aussi des questions informatiques, de conversion, de développement, pour rendre ça complètement disponible. Donc pour l'instant, ce plugin n'est pas disponible en standard, mais d'ici un certain temps, je ne sais pas, l'horizon c'est peut-être un an ou deux, on aimerait, je pense avec Thierry, le mettre à disposition sous une forme ou sous une autre. Ma question était un peu orientée sur les dendros micro-habitats, on va dire des cavités, choses comme ça. Donc, on pourrait les documenter de cette façon ou pas? Alors, on pourrait imaginer utiliser des méthodes similaires pour détecter des micro-habitats, effectivement. Après, il faut se rendre compte qu'en termes de scan, quand on va monter en hauteur dans les arbres, parce que là, on parle de grumes scannées, alors, effectivement sur pied ou abattues, mais quand on va monter dans les arbres, il va y avoir beaucoup d'occlusions qui vont s'accumuler au fur et à mesure qu'on monte dans le houppier, et donc les micro-habitats dont une bonne partie d'entre eux peuvent être assez hauts ou plutôt à la base des houppiers, c'est pas certain qu'on ait une vue suffisamment précise, où il peut y avoir beaucoup d'occlusions et ça peut générer une difficulté à les caractériser précisément, sauf à avoir vraiment des scans très nombreux tout autour de l'arbre. Donc c'est une possibilité, mais il faudrait creuser le sujet, puis après, il faut des références terrain pour entraîner les méthodes. Il y a un étudiant qui a fait un stage à FIE, justement sur monter dans les arbres pour repérer tous les dendros à micro-habitat qu'on ne voit pas bien du sol, et qui pourrait donner une sorte de référence, de différence de ce qu'on voit au sol et ce qu'on voit en montant avec des cordes. D'accord. En théorie, on pourrait utiliser ce genre de méthode. Là, dans le projet en cours, on utilise des méthodes d'IA pour le faire. Après, il faudrait monter un projet scientifique pour mettre au point ces méthodes sur ce contexte particulier. En particulier, il y a tout un sujet de bien mettre en corrélation les références terrain avec les données numériques, et donc il faut arriver à bien les positionner en 3D par rapport au modèle dans le lidar terrestre, donc ça c'est pas un sujet simple. Et après, faut tester les modèles, les algos de détection, quoi. Et si on veut faire de l'IA, il faut pas mal de données d'entraînement. Merci. Micro, t'as pas ton micro, Thierry. Oui, alors, je peux parler là, Oui, allez-y. Ok, oui, Marcel. J'aurais simplement des questions en ce qui concerne les grumes. Il y a une taille, quelle est la taille des grumes que l'on peut analyser pour leur qualité? Et d'autre part, les relevés, vous les faites au sol, donc la grume, il faut la manipuler pour avoir un relevé complet. Comment ça se passe? Vous parlez de la partie détection de défauts sur les grumes? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, alors donc c'est pas forcément moi le meilleur interlocuteur parce que c'est plutôt les travaux de Fonto, mais bon, je peux en parler rapidement. Oui, rapidement, oui, très Soit on simple. fait des scans lidar terrestres fixes tout Oui. autour de l'arbre sur un arbre debout.
Donc là, on va accéder assez facilement aux 5-6 premiers mètres et puis un peu plus haut, l'arbre n'est pas trop branchu. Au-delà, on aura beaucoup d'occlusion. Soit on travaille sur des grumes abattues. Oui, c'est ce Alors, que vous présentez là dans l'image. Ouais. donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on va faire dans le projet, c'est qu'on les scanne sur un portique, mais on peut aussi les scanner sur parc agrumes. Dans ce cas, on n'aura pas la face inférieure des grumes, on aura que le près. Et puis, on pourrait imaginer, ce qui fait partie du projet Woodsear en cours aussi, c'est aussi en entrée de scierie. Souvent, il y a des cubeurs 3D dans certaines grosses unités de scierie, et donc on pourrait aussi utiliser ces données-là. Donc justement, le projet en cours, le projet Woodsear, il vise à tester différentes méthodes, soit laser, soit caméra, pour essayer de reconstituer ces modèles 3D à différents moments de la vie de l'arbre et voir comment les méthodes fonctionnent sur ces différents éléments. Donc c'est un projet en cours qui s'appelle Woodsear, qui est un projet ANR. D'accord, c'est un projet en cours actuellement, d'accord. Et autrement, 2 autres questions. Vous pouvez présenter les caractéristiques de Lvox et Simple Tree, s'il vous plaît, rapidement également. Alors, Lvox, l'idée, c'est de faire de la voxelisation. Donc la voxelisation, c'est comme un raster, mais en 3D. On découpe tout l'espace en petits cubes, en général de 25 à 30 cm. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'en lidar terrestre, la géométrie de scan est anisotrope, c'est-à-dire que plus vous éloignez du scanner, plus la densité de points baisse, puisque les rayons s'écartent les uns des autres, de façon plus marquée, on va dire, relativement à la distance qu'en lidar aéroporté. Et du coup, si on veut par exemple calculer de la surface foliaire des arbres, et ben, on a un problème, c'est que l'échantillonnage en densité de points est très variable. Donc on ne peut pas juste compter le nombre de points par case, ça ne serait pas du tout adapté. Et donc l'idée d'Lvox, c'est de faire une correction en divisant dans chaque case le nombre de rayons effectivement dans la case par le nombre de rayons qui sont parvenus jusqu'à cette case. Bon, je dis ça de façon assez simple, il faudra demander à Richard si vous voulez pour détailler un peu plus. Richard Fournier, mais c'est ça l'idée. Et du coup, ça permet de corriger de l'occlusion et de recalculer finalement des PAD, donc des densités de surface foliaire dans chaque case. Et ça permet aussi d'avoir une sorte de cartographie 3D des occlusions, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas visibles. Et donc dans Lvox, il y a ces algos-là, puis il y a des algos qui cherchent à interpoler justement les zones qui ne sont pas visibles pour proposer à la fin finalement une sorte des profils de matière, de surface foliaire à l'échelle du peuplement d'une placette. Bon, c'est surtout destiné à analyser les surfaces foliaires, analyser les houppiers, c'est ça? Par exemple, quand vous parlez des surfaces non visibles, est-ce que ça permettrait, par exemple, d'extraire les fins de tronc au sein du houppier? Alors, l'objectif d'Lvox, c'est plutôt de travailler sur tout ce qui est plutôt distribution de la matière. Donc, c'est plutôt pour faire des profils verticaux de LAI pour faire soit de la lumière, soit des aspects éco-physio de répartition de la matière. On peut imaginer, on avait utilisé ça aussi, nous, on avait fait quelques tests avec des gens qui étudiaient les chauves-souris. Parce que comme les chauves-souris, elles sont géolocalisées, on pouvait replacer la trajectoire de la chauve-souris dans ces espaces voxelisés et déterminer finalement les points d'arrêt et les différents comportements en fonction de l'espace occupé. Voilà, ce genre de choses. Par contre, si vous voulez faire de la géométrie, reconstituer des volumes et autres, pour les branches basses, il vaut mieux faire des approches géométriques. Mais effectivement, pour les branches hautes où on a du mal à les caractériser avec des cylindres, par exemple, parce qu'elles sont trop petites ou trop mélangées, là, on pourrait travailler en mode densité pour compléter peut-être les volumes sur les plus petites découpes.